Tac. Voilà, normalement, on est bon pour la rediffusion. Donc bonsoir à ceux qui nous écouteront en rediffusion également. Ceux qui sont là ce soir, eh bien, vous êtes les bienvenus. Je vous laisse 30 petites secondes, salut Martin, pour vous faire peut-être un petit thé. Parce que ce soir, on part pour une sacrée exploration. On a beaucoup de choses dont il faut qu'on parle, dont je vais vous parler. Vous avez été beaucoup à m'envoyer des questions et à discuter sur le préalable de cette conférence, notamment parce qu'on va parler de Hermann Hesse. Alors, normalement, Moonlight demande si elle est la seule à avoir perdu la conférence. Je pense que pour les autres, ça marche, sauf si vraiment vous parlez dans le vide, mais il me semble que ça a l'air de fonctionner. Donc vous avez été beaucoup à me poser des questions et à réfléchir autour de cette conférence. Volontairement, j'ai pas répondu parce que je voulais attendre le moment d'être là avec vous ce soir pour en parler directement avec vous. Certains nombres d'entre vous, je crois que c'est Natis même qui a fait une vidéo sur le livre dont je vais parler entre autres ce soir. Et beaucoup ont posé des questions, ont envoyé des messages et des vidéos cet après-midi sur le concept d'ombre. Donc volontairement, je ne vous ai pas ghosté, simplement je voulais garder un peu mes petits bijoux pour ce soir. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Deux choses avant qu'on se lance dans le vif du sujet. On part donc pour aux alentours, je pense, d'une petite heure de conversation et de conférence. Excellente vidéo, allez voir la vidéo de Mathis, bien entendu. Après cette conférence, si vous voulez. Et donc, on part pour une petite heure de conférence. Alors d'emblée, il y a une vidéo qui sort mardi, qui est une version très condensée de ce que je vais vous présenter ce soir. En fait, j'ai fait la vidéo pour YouTube, qui s'appelle... Bon, je vous dis pas le titre, je vous laisse découvrir tout ça. Mais je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et le cercle, c'est aussi un espace pour aller plus loin, pour aller peut-être pousser les idées, que ce soit de la philosophie, de la littérature ou autre. Et donc ce soir, j'ai prévu de vous présenter en fait une version XXL, même peut-être XXXL de la vidéo qui sort mardi. Donc vous aurez en même temps, peut-être que pour certains, vous aurez le petit plaisir en moins, parce que c'est plus ou moins le même sujet, mais la vidéo en tant que telle est quand même un petit peu différente. Voilà, donc sans surprise, ce soir on parle de l'ombre, comment rencontrer sa part d'ombre. Comment rencontrer sa part d'ombre, bonsoir D. Voilà, donc installez-vous confortablement, prenez-vous un petit thé. N'hésitez pas à me dire si pendant la conférence vous avez des pertes de connexion, même si c'est qu'un ou une d'entre vous, étant donné que ça peut arriver. Et si c'est le cas, eh bien, ne vous inquiétez pas, moi j'arrêterai pas. S'il y a une petite baisse de connexion, je traficoterai quelques trucs et on s'en sortira très bien. Est-ce qu'on est bon pour vous? Est-ce que certains ont des questions? Si c'est pas le cas, je pense qu'on va pouvoir commencer. Si tout le monde a son thé ou son café, je pense qu'on va pouvoir y aller. Une petite gorgée. Et on est parti. Incroyable, parfait, excellent. Alors sans surprise, j'ai relu il y a quelques semaines le petit roman d'Hermann Hesse que vous connaissez peut-être, qui s'intitule Demian, paru en 1919, donc au début du siècle. Et ça faisait un moment que je voulais vous parler un peu du principe d'ombre. Alors ce principe, il est souvent attribué à Jung, mais la parentalité du concept d'ombre, elle est très compliquée en vérité à définir. Ce qu'on appelle l'autre moi, le démon intérieur, le refoulé, l'appel intérieur, la réalisation complète de soi, ce que Freud appelle l'inconscient ou le péché inhérent dans la nature humaine, toutes ces choses, en fait, sont aussi anciennes que l'homme, quand on y réfléchit bien. Jung a posé une certaine interprétation sur ces choses, mais on peut les retrouver sous différentes formes dans des cultures bien antérieures à la théorisation de Jung. On retrouve notamment chez toutes les grandes civilisations cette mystique de la part d'ombre de l'homme, bien que présente sous différentes formes avec des variantes. Ce motif, en fait, il se retrouve partout, en philosophie, en littérature, dans les mythes, dans les religions. On trouve toute une déclinaison de cette forme d'arrière-monde ou d'arrière-scène de soi, puisque c'est ce dont on va parler ce soir, qui parfois, cet arrière-monde, cette espèce de, comment pourrait-on dire, d'inconscient violent, qui vient un peu affleurer à la surface de nos vies, et que chacun de nous est d'une certaine manière tenu de gérer à sa manière. C'était donc un peu difficile pour moi de vous proposer une conférence sur ce concept, qui soit un tant soit peu exhaustive, tant il y a justement de concepts et de richesses autour de cette symbolique. Et vous savez comment sont mes conférences, c'est pas des grands exposés sur une thématique, mais c'est un angle d'approche sur une question à partir d'une œuvre ou d'un auteur. Et donc je suis retombé sur ce petit roman d'Hermann Hesse, et je me suis pris d'amitié pour son héros, le jeune Émile Sinclair, et sa quête personnelle. Émile, il cherche une chose, devenir pleinement et entièrement lui-même, embrasser son destin et son démon.
Émile Sinclair nous servira entre autres de guide ce soir, il y en aura d'autres, puisque je ne vais pas uniquement me contenter du roman d'Hermann Hesse, on va aller bien plus loin, vous allez voir. Mais j'ai donc décidé de partir de ce roman, de ce petit roman, pour vous proposer une philosophie de l'ombre, dans laquelle nous passerons de la littérature avec Hermann Hesse à la psychologie jungienne, à Socrate, en passant par le poète Maria Rilke, il y aura aussi du Sioran, il y aura du Nietzsche, bref, vous serez servis et je suis sûr que vous ressortirez là avec de belles lectures pour ceux qui n'en auront pas déjà assez, mais je pense que vous en avez déjà suffisamment. Oui, vaste programme, effectivement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite précision. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu Demian de Hesse pour suivre cette conférence ce soir, ni non plus d'avoir quelques notions de psychologie jungienne, ce ne sera pas nécessaire. Je vais prendre le temps d'expliquer les grands traits du roman, et en ce qui concerne les concepts psychologiques, au final, comme souvent de mon point de vue en ce qui concerne la psychologie, bien expliqué, ce sont des choses qui demeurent assez simples. J'ai fait en sorte que toute cette conférence soit accessible, je m'appuierai sur Hesse, mais je tiens à conserver pour vous, pour ceux qui souhaiteraient s'y plonger, le plaisir de lire ce petit roman, qui est vraiment bien, que je vous surconseille. Pour ceux qui l'ont déjà lu, j'imagine que vous êtes un certain nombre ce soir à l'avoir déjà lu, je serais curieux de savoir combien d'ailleurs, mais comme ça, là je dirais au moins 5 ou 6 sur les 30. Au moins, je pense. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de s'y plonger, ne vous inquiétez pas, je ne vous gâcherai pas ce livre, c'est promis. Alors, sans plus attendre, pourquoi voudrions-nous rencontrer notre ombre ? Pourquoi dédier une conférence à cette invitation qui, c'est vrai, à première vue, ne semble pas tout à fait réjouissante ? Je veux dire, on est bien là entre nous, pas forcément d'ombre à l'horizon, pas forcément de démons, on est bien gentil, bien civilisé, bien poli et bien gentil. C'est vrai, mais la question, en fait, elle est d'emblée mal posée. La vraie question, c'est pas comment rencontrer nos démons, mais bien pourquoi fuyons-nous avec autant d'insistance cette chose au fond de nous ? Car, ne nous en déplaise, votre ombre, notre ombre, mon ombre, fut toujours là, depuis votre plus jeune âge. Et c'est comme ça que commence le roman d'Hermann Hesse, en fait. Le héros dont je vous parlais, le jeune Émile Sinclair, dont le nom va un peu revenir, je dirais tantôt Émile, tantôt Sinclair, mais il s'agit toujours du même personnage. Donc Émile Sinclair est un enfant discret, naïf et bon élève. Il grandit dans une famille aimante, presque parfaite, pourrait-on dire. On a un peu ce modèle traditionnel de la famille dans le roman de Hesse, et tout va pour le mieux pour lui. Jusqu'à ce que quelque chose d'étrange s'invite dans sa vie. Quelque chose qu'on pourrait considérer comme une petite voix ténue, l'appel de l'autre monde. Hesse, en fait, au début de ce roman, nous rappelle que depuis notre plus tendre enfance, nous vivons entre deux mondes. D'un côté, d'abord, il y a le premier monde, celui qui est rassurant, ce qu'on pourrait appeler le monde du foyer, de la famille, de la quotidienneté prévisible, celui qui se fait jour notamment aux fêtes de Noël qui ne sont pas si loin. C'est le monde en fait de la surface, de la petite discussion, de l'heure, du café, toutes les choses qui doivent être comme elles sont et sont comme elles doivent être. Donc voilà, ça sent le repas, le serrage de main et les salutations. Et la plupart d'entre nous, entendons-nous bien, passent l'intégralité de leur vie dans ce monde, qui est un peu soporifique, parfois, c'est vrai, je pense que vous n'irez pas contre ça, qui est assez moyen, mais qui est très rassurant, il faut bien le dire. Ici, tout est convenu et se passe comme prévu, tout est familier, fade presque, mais en place et à sa juste place. Mais il arrive que, venu de contrées un peu étranges de la vie et de l'être, un appel se fasse jour. Cet appel du souterrain, c'est ce que rencontre Émile Sinclair. Pour lui, cet appel commencera peut-être, comme pour certains d'entre nous, ce fut par exemple mon cas, par le côtoiement de nouveaux amis, peut-être un peu moins sages que pendant nos premières années d'enfance, plus déviants, plus dangereux, ou par le franchissement des premiers interdits. Alors, on ne parle pas d'interdits gigantesques, mais vous savez, par les premiers mensonges que l'on fait à ses parents, les petits mensonges, mais surtout, et c'est un point sur lequel vous allez voir, on va beaucoup insister ce soir, par la remise en cause de l'autorité parentale. Mais qu'est-ce que c'est quand on arrive, qu'est-ce que c'est qu'une crise d'adolescence en réalité ? Qu'est-ce que c'est que ce moment où l'enfant se met à dire non, ou se met à pervertir un peu toute l'éducation que ses parents lui donnent ? Eh bien, c'est le basculement vers le souterrain, et plus que ça, c'est l'insubordination à la morale établie. C'est dire non à tout ce qui, jusqu'ici, était considéré comme le bon monde et le mauvais monde. Le jeune Émile Sinclair commet donc ses premiers délits. Un vol, une dette, quelques chamaillages avec des enfants de son village. Rien de grave, penserez-vous en lisant le roman ou en l'ayant lu. Et pourtant, il n'en faut pas plus pour révéler l'ampleur de l'ombre qui dort dans chacun de nos cœurs, et dans le sien également.
Il commence donc à entrer dans le deuxième monde, vous savez, celui du mal, de l'intense, du grandiose aussi bien sûr, où tout est plus rugueux, plus imprévisible, plus vrai aussi, mais plus dangereux. Il découvre l'ampleur du gouffre, qu'il passera ensuite sa vie à explorer, peut-être comme quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Nous sentons tous quotidiennement l'existence de ces deux mondes. Et on est perpétuellement entre les deux en réalité. Alors vous pouvez les appeler comme vous voulez, il y a de nombreuses dénominations, et je vais en citer quelques-unes. Passion, raison, nature, culture, inconscient, conscient, refoulé, admis, démon, citoyen, toutes ces choses en réalité tournent autour des mêmes notions fondamentales. Sommeille en chacun d'entre nous un appel sombre vers autre chose, une sorte de bête dort en nous et parfois fait surface sans que nous ayons complètement le contrôle dessus. Voilà en réalité ce qu'est l'autre monde. Mais pire encore, lorsqu'elle émerge brutalement, cette ombre, lorsque le démon se réveille et se met à nous commander, à nous souffler des idées, nous frissonnons quelque part de plaisir. Nous ne sommes pas complètement hostiles, pour la plupart d'entre nous, à ces parts d'ombre. Elle réveille, elle réchauffe quelque chose en nous d'assez plaisant. Cette part d'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise. On parlera un petit peu d'Apollinien Dionysiaque après. Cette part d'ombre, elle n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais elle est assurément incontrôlable. Elle ramène quelque chose proche de l'instinct animal. La caractéristique première du souterrain de l'être est celle-ci. Elle est intense, indomptable et crache au visage des conventions, ne connaît aucun maître. Mais elle existe, quoi que vous y fassiez. Que vous le vouliez ou non, il existe au fond de vous quelque chose de plus dangereux que la quotidienneté ronflante que vous prenez trop souvent à tort pour l'entièreté de votre vie. L'être humain n'est pas juste ce petit bipède tranquille, conciliant et bien rangé que la société fait de lui. Il l'est aussi, mais il n'est pas que ça. Voilà l'enseignement principal de ce petit roman d'Hermann Hesse. Vous vivez amputé de vous-même, et c'est inacceptable. Il faut réunir les deux pièces, réintégrer votre part d'ombre pour espérer vivre pleinement et intensément. Mais voilà, la sortie du premier monde convenu ne se fait que rarement seule. Cette métamorphose, rencontrer son ombre, ça paraît simple dit comme ça, on a l'impression qu'il suffirait de s'asseoir en introspection et d'attendre. Mais en réalité, c'est pas un pas qui se fait seul la plupart du temps. Généralement, on est initié au côtoiement de son ombre. Il faut que quelqu'un nous montre le chemin, nous ouvre la voie. On n'avance que rarement vers ces espaces un peu étranges, seul. Et c'est là qu'arrive le second personnage de ce roman, l'autre face de la pièce manquante du puzzle. Laissez-moi vous parler un peu de Max Demian, qui donne également son nom au roman. Alors, si Émile Sinclair est un jeune écolier rangé, tout à fait banal en somme, il fait un jour la connaissance d'un de ses camarades nouvellement arrivé dans l'école, plus âgé que lui, nommé Demian. Alors Demian est grand, svelte, ses traits sont fins, il a ce regard, vous savez, ce regard que possèdent certains hommes ou certaines femmes énigmatiques, railleurs et mystérieux, qui semblent voir un peu plus loin que les choses, un peu plus profond que les autres. Vous savez, quand ils vous regardent, vous avez un peu l'impression qu'ils voient derrière votre peau, et vous vous retournez en vous disant « mais qu'est-ce qu'ils voient comme ça ?» C'est un peu troublant. Eh bien, Demian va initier Émile Sinclair au côtoiement de sa part d'ombre, de son beau démon. Il sera d'une certaine manière presque son mentor, mais pas tout à fait. On peut le dire, il le pervertira, au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il changera sa boussole morale, profondément et durablement. Il lui confirmera la nécessité de remettre en cause tout ce qu'Émile prenait jusqu'ici pour son monde, pour le bien, pour le juste, l'autorité parentale, la place du Christ. Il en fait lui montrera que rien n'est binaire, que les méchants n'existent pas. Il n'y a pas de méchants dans le monde, sans même parler des gentils. L'enseignement, en fait, de l'énigmatique Max Demian tient en quelques lignes en vérité. On pourrait le résumer comme ça. Pour lui, pour Demian, le monde n'est pas blanc ou noir, mais profondément gris. Gris bouillonnant, gris intense aussi. Et tenter de vivre pleinement, parvenir à soi, comme aime beaucoup, la formule qu'aime beaucoup Hermann Hesse et que je trouve assez jolie, c'est recevoir et incarner cette ambivalence fondamentale de l'expérience humaine. Pour Demian, les hommes célèbrent généralement à tort ce qu'il appelle une moitié de vie, une moitié de monde, une moitié d'existence, la part convenue du monde, le premier monde dont on parlait juste avant, la part, belle et joyeuse. Mais ce qui est beau et joyeux, c'est pas tout le monde, c'est pas l'intégralité du monde. Le monde est aussi sa laideur, son méchant, son mauvais, son intense et son difficile. Aussi faut-il pour Demian
Pour célébrer vraiment l'existence dans tout ce qu'elle est, il faut parvenir à trouver un dieu, quelque chose, un totem, qui soit à la fois Dieu et Satan, qui embrasse toute la réalité du monde. Parce que si vous réfléchissez bien et que vous regardez votre vie jusqu'ici, je pense qu'il n'y a pas un ou une d'entre vous qui serait capable de me dire qu'elle est intégralement belle. Il y a des moments qui sont des moments extrêmement sombres. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces moments sombres ? C'est la question qu'on va essayer de voir ce soir. Alors, je vous cite Demian dans le texte. Il y a quelques passages, quelques citations, j'en ai mis le moins possible, mais celle-ci, je la trouve très belle. Hermann Hesse écrit, faisant parler son personnage Demian, « Ce Dieu, celui du Nouveau comme de l'Ancien Testament, est sans doute une figure très haute et très belle, mais il n'est pas tout ce qu'il devrait être. Il est le bien, bien sûr, il est le beau, il est le Père Céleste, l'amour, et rien n'est plus vrai que tout cela. Mais l'univers n'est pas fait seulement de cela. Or le reste, on l'attribue bien tout simplement au diable. Et ainsi, on escamote et passe sous silence toute cette seconde moitié de la vie. Aussi, devrions-nous, outre le culte de Dieu, célébrer le culte du diable ? Ou plutôt l'on devrait avoir un Dieu qui contient le diable en lui, et devant lequel on n'eut pas à fermer les yeux quand se passent les choses les plus naturelles du monde. Ce qui est vrai, en fait, pour le monde, l'est aussi pour nous, et c'est là qu'on bascule dans l'intériorité. Nous ne pouvons pas prétendre nous connaître vraiment qu'en embrassant qu'une partie de nous-mêmes. Il faut que nous allions aussi voir nos cavernes, et pas seulement la petite prairie gentille dans laquelle nous nous prélassons paresseusement, la plupart du temps, il faut bien le dire. Sinon, comment pouvons-nous nous vanter d'aimer la vie, d'être entier, d'être vraiment nous-mêmes ? Il est facile d'aimer la vie comme on l'aime quand on l'aime à moitié, c'est très simple. Mais c'est l'aimer faussement, c'est l'aimer en partie, l'aimer un jour sur deux la plupart du temps. Aucun homme n'est jamais parvenu à lui-même, à sa réalisation complète, en célébrant la moitié des choses. Voilà ce que nous dit Demian dans ce livre, et derrière lui évidemment l'auteur Hermann Hesse. Donc embrasser les appels de son ombre, c'est donc intégrer ce qui fut toujours là mais refoulé. Ce n'est pas chercher, comme on pourrait croire, mais c'est consentir, c'est laisser venir à soi. Chaque jour, vous refoulez sans y penser des centaines, si ce n'est des milliers de sons étranges, de pensées vite effacées, vite mis à la trappe, sur lesquelles le filtre du monde lumineux s'agrippe pour ne pas qu'elles naissent. Vous en avez, on en a, je ne vous ferai pas la confidence des miennes, et je vous propose de garder les vôtres, mais on en a, toute la journée, tout le temps. On est assailli par cette part d'ombre en réalité. Mais alors, comment faire en pratique pour embrasser son ombre, sans qu'elle nous détruise, mais quand même qu'on puisse lui laisser une petite place pour venir nous rendre visite. Est-ce que c'est quelque chose que l'on décide ? Déjà, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une sorte d'initiation ? Est-ce qu'il y a des rituels précis ? Alors pour répondre à ces questions, il faut que je vous détaille un peu l'esthétique de l'errance, la percée vers soi que nous propose Hermann Hesse dans ce roman, parce que c'est la manière dont il répond en réalité à cette question. Le prénom Demian ne vient pas de nulle part. Hesse, je ne sais pas si vous êtes familier avec la littérature, c'est chez Hesse et les livres de Hesse, mais c'est un grand habitué de la symbolique, notamment la symbolique jungienne, mais pas seulement. Il adore faire des bouquins à énigmes, et sans surprise, ce livre en est un. Le prénom Demian ne vient pas de n'importe où. Lorsque Hesse choisit ce prénom pour son personnage et pour son livre, il sait ce qu'il fait. Demian, le prénom Demian, dérive de daimon, ou démonium en grec. Une notion, dont je vous ai déjà parlé. Je ne sais pas si certains s'en rappellent, je vous en avais parlé dans la conférence sur Ernest Junger et la philosophie du rebelle. Mais alors très rapidement, je vous le concède. Le daimon, ou démonium en grec, c'est une idée que l'on voit apparaître pour la première fois chez les antiques et notamment chez Socrate. Dans certains textes, le sage antique, donc Socrate, fait référence à son daimon, comme un espace un peu métaphysique, étrange, à la frontière du monde d'une certaine manière. C'est ici que Socrate reçoit son inspiration, ses idées, la magie de sa pensée. Le daimon, D-A-I-M-O-N, n'est lié à aucune religion, à aucun culte, ce qui est très intéressant. C'est un concept, une idée, ou plutôt même un outil dans la bouche des antiques. Le daimon est en effet une cause que produit une certaine configuration de l'esprit humain. C'est ce moment, et on le connaît tous en vérité, c'est ça qui est très intéressant, c'est ce moment où l'on songe dans le lointain, vous savez qu'on a les yeux un peu perdus dans le vague, ce qui arrive beaucoup de fois, justement, à Demian dans le roman. On est perdu un peu dans le lointain, on songe sans trop savoir à quoi. On se situe en fait entre le monde des hommes et, dans la symbolique antique, entre le monde des hommes et celui des dieux. Et c'est littéralement ce qui cause l'intervention divine chez les Grecs.
Par exemple, très intéressant, dans l'épopée homérique, ce concept est évoqué à plusieurs reprises, notamment Ulysse, qui invoque son daimon pour le guider chez lui à plusieurs reprises, qu'un daimon le ramène, peut-on lire, chapitre 17 de l'Odyssée, qui lui crie ses compagnons quand Ulysse part au large et qu'il est peut-être en train de se perdre. Mais le daimon est aussi capable de conférer des vertus divines et incroyables aux combattants, notamment encore une fois dans l'épopée homérique. On peut notamment lire « Il était semblable à un daimon » ou « égal à un daimon » concernant certains guerriers comme Diomède ou Achille, comme si une sorte de frénésie s'emparer d'eux, une sorte de transe qui les rendait plus clairvoyants et habiles aux armes. Donc vous voyez que c'est un symbole qui traverse les âges et qui se transmute de culture en culture. Le daimon est aussi lié au destin. Alors pas comme fatalité, parce que la fatalité, on l'avait vu quand on avait parlé du destin, c'est le fatum, mais plutôt comme un équilibre entre les biens et les maux, entre ce qui est souhaitable et ce qui n'est pas souhaitable. Le daimon, en fait, peut être vu allégoriquement, d'une certaine manière, comme une sorte de petit démon ambivalent qui vous guide et vous perd, au besoin, selon ses envies. Il vous guidera. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas un destin qui vous guide vers le chemin le plus efficace. En fait, ni le plus sûr, ni le plus rapide, mais il vous guidera toujours assurément vers le chemin le plus inattendu, le plus intense, le plus aberrant, le plus intéressant et le plus dangereux. Aussi, il faut bien le dire. Le daimon, c'est ce qui vous guide vers l'endroit où la vie devient pour vous extrêmement intense. Alors, si cette notion et sa place chez les antiques vous intéressent, je ne vais pas étendre davantage le sujet, on est là pour parler de l'ombre, mais je vous conseille un épisode de France Culture absolument incroyable, un podcast qui est accessible gratuitement, qui s'appelle Daimon dans l'épopée homérique, du destin. C'est disponible, vous trouverez ça sans aucun problème. Donc le daimon, c'est un peu le charron de la vie, passeur entre le monde convenu de le monde intense, notonnier des souterrains de l'être, auquel on est tenu de se remettre si l'on souhaite embrasser sa part d'ombre. Damian, dans le roman, joue tout à fait ce rôle vis-à-vis du jeune Émile Sinclair, notre écolier un peu, on va dire, à la vie un peu banale. Il l'initie à son monde intérieur. S a une très bonne connaissance des principes et des concepts antiques. Il est absolument évident qu'il connaît très bien toutes ces choses lorsqu'il écrit ce roman. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de ce livre. Il est simple, très simple en vérité. On peut le lire comme on parcourt un petit écrit initiatique, ou l'on peut y voir quelque chose de bien plus profond et ambitieux. Mais alors, vous allez me dire, c'est bien, tu nous parles de concepts grecs, c'est intéressant pour notre culture générale, mais comment est-ce qu'on entre en communication avec ce daimon, avec ce démon intérieur? Alors d'emblée, j'ai pas forcément la réponse à cette question, mais j'ai quelques pistes. Il y a plusieurs manières de faire. 3 en fait. La première, c'est la voie de la psychologie que nous allons explorer avec Jung. La seconde, c'est celle de la poésie que nous verrons avec notamment Suran et Maria Rilke. Et la troisième, c'est celle de l'errance ou de la philosophie transcendantale, si on peut appeler ça comme ça, qui est la voie que propose un peu Hermann Hesse dans ce roman. Donc je vous propose d'explorer ces différentes pistes, et à la fin de cette conférence, je pense que vous aurez une bonne idée une bonne introduction générale au concept d'ombre et aux différentes manières de s'y référer. L'idée, elle est simple. Pour se trouver, pour accepter cette part plus intense au fond de nous-mêmes, il suffit de nous octroyer des moments d'errance solitaire. Voilà ce que nous dit S, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, vous avez l'habitude que je vous conseille ça, c'est pas de ma faute, vous serez obligé de constater que tous les auteurs se retrouvent là-dessus, de Nietzsche à Jung, en passant par S jusqu'à London. Il faut simplement que nous laissions venir ceux qui cherchent à s'exprimer à travers nous. Puisque le démon, l'ombre, est là, de toute façon. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de lui octroyer un moment de pure liberté, où il puisse à son aise prendre toute la place qui lui revient. Alors S, à travers l'initiation du jeune Émile Sinclair, donne de nombreuses pistes. Alors je ne vais pas rentrer en détail sur chacune d'entre elles, je vous laisserai lire le roman, mais on trouve la contemplation des formes irrationnelles dans les éléments naturels, le développement de l'aspect intérieur de la personnalité, des choses dont on a déjà parlé quand on avait parlé du loup des steppes et de la mélancolie, chercher le sentiment d'unicité, déambuler, l'amour, évidemment, qui a une part dans le roman, j'en parlerai pas ce soir, mais l'amour a une part évidente dans la découverte intérieure, on va en parler un petit peu à la fin. Et arrêter de limiter notre personnalité. Mais ça, ce sont des thèmes dont on a déjà parlé en réalité, c'est des choses dont je vous ai déjà parlé. Alors, je ne rentrerai pas en détail dans toutes ces choses, parce qu'il n'y a pas de théorie pratique pour trouver son ombre. Seulement, et c'est ça qui est très important, faire sauter un barrage, s'autoriser son ambivalence fondamentale. Et ça, ça ne répond à aucune méthode, bien malin, celui ou celle qui sera capable de vous dire comment faire.
Le plus important, et le point central de cette conférence est ici. Embrasser son ombre, c'est faire sauter la résistance principale de la naissance à soi-même, et bien souvent, c'est la morale. Il faut briser, d'une certaine manière, la morale du monde, la coquille de la morale du monde, sortir de cette idée qu'il y aurait des chemins souhaitables et d'autres non. Pour Démian, et là ça c'est très intéressant j'ai trouvé, pour Démian il n'y a pas qu'un seul chemin que nous soyons tenus de suivre. Pardon, il n'y a qu'un seul chemin, évidemment, que nous soyons tenus de suivre, celui de notre destinée. Et celui-ci, le chemin de notre destinée, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se moque en réalité du bien ou du mal. Il n'en a que faire. Il ne répond à aucun ordre que celui de la nécessité et de l'intensité. Et en dehors de ça, toute notion de souhaitable, de non souhaitable, de bien, de mal est balayée au loin. Je cite le roman très rapidement. C'est cette phrase de S que vous m'avez peut-être déjà entendu dire, mais qui est superbe, qui dit « La vraie mission de chaque homme était celle-ci, parvenir à soi-même. Qu'il finisse poète ou fou, prophète ou malfaiteur, ce n'était pas son affaire. En fin de compte, tout ça était dérisoire. L'important, c'était de trouver sa propre destinée. Tout le reste était demi-mesure, échappatoire. » Et il rajoute « J'étais un essai de la nature, un essai dans l'incertain, qui peut-être aboutirait à quelque chose de nouveau, ou peut-être à rien. » Et cette phrase est très belle, « Laisser se réaliser cet essai du sein de l'inconscient, sentir en moi sa volonté, la faire entièrement mienne, c'était là ma seule et mon unique mission. » Vous voyez bien que là-dedans, il n'y a aucun concept moral. Et comme je vous disais, c'est pas pour rien si le roman commence par nous parler de ce berceau parental et de la nécessité d'en sortir. Pour S donc, nous sommes tous appelés vers quelque chose de puissant au fond de nous. Notre ombre nous permet de sentir ce chemin sinueux et incertain. Mais pour le suivre, nous devons nous débarrasser des conceptions inutiles qui nous protègent de nous-mêmes. Vous avez tous une coquille. Vous avez tous une coquille qui vous protège de votre ombre. Pour rencontrer son ombre, eh bien, il faut se débarrasser des modèles, des idéaux, des causes, de tout ce qui nous est actuellement si cher. Il faut sauter de tout l'encombrant qui nous sert d'armure. Et Dieu sait que nous en avons, que vous en avez et que nous en avons tous. Il faut vouloir l'impossible, renoncer à être révolutionnaire, un martyr, renoncer à toute destinée autre que celle qui bout au fond de nous. S écrit « Il ne fallait rien choisir, rien vouloir, il ne fallait vouloir que soi, que sa propre destinée. » Autrement dit, on ne peut parvenir à soi, au soi entier et complet, si l'on continue de croire dans la jolie fable du monde rose avec les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, avec le bien et le mal, avec les mauvais et les bons. Pour ça, il faut donc atteindre un stade supérieur, dépasser la morale du monde. Tout un programme, me direz-vous. Et certains se mettront peut-être à penser, mais par-delà le bien et le mal, trouver la force d'être, suivre son destin, tout ça ressemble beaucoup à un célèbre philosophe à moustache. Eh bien, vous auriez parfaitement raison. Démian, ce petit roman, est évidemment d'inspiration nietzschéenne. Ce n'est pas pour rien que lorsque Carl Jung introduit le concept d'ombre, il le fait avant tout en se basant précisément sur les théories et le vécu de Nietzsche. Carl Jung et S, eh bien, sans se connaître, je ne crois pas, l'un a au moins lu l'autre plus que de raison. Et c'est pour ça que je vous propose de voir un peu maintenant ce qu'on peut dire sur le dépassement de la morale. Alors vous l'aurez compris, pour parler de Jung, parce qu'il faut que l'on parle de Jung, pour briser la morale du monde. Parce que pour trouver nos propres destins, il faut que nous allions du côté de la psychologie. J'y vais rarement en réalité, vous m'avez assez rarement vu parler de psychologie. Oui, pardon, non, je parlais du bonhomme à moustache. Moi, j'ai toujours été très impressionné par la moustache de Nietzsche sur ses photos, pardon, évidemment. Donc, va falloir qu'on parle un peu de psychologie. Dans le roman de S, alors que le jeune Émile Sinclair se met à passer de plus en plus de temps à errer seul, à suivre un peu les enseignements de son mentor, à laisser libre cours à ses songes, à peindre, à réfléchir, à observer, une nouvelle présence se fait jour sur son épaule. Alors au début, elle est très diffuse, mais elle prend petit à petit forme dans le récit et se cristallise sous la forme d'un drôle de dieu, d'une divinité un peu étrange. Vous savez que S aime beaucoup faire intervenir des choses un peu mystiques dans ses écrits. Et cette divinité étrange, elle a un nom, elle est nommée Abraxas. Alors, qui est Abraxas ? Eh bien, pour faire simple,
Pour faire très simple, Abraxas est une figure que l'on retrouve chez de très nombreux cultes et civilisations dans l'histoire. Je vais vous mettre une petite photo du dieu Abraxas, si ça vous intéresse, dans le chat. Hop, si je la trouve, je crois qu'elle doit être par là. Vous allez voir, voilà, elle est là. C'est une sacrée créature. Hein. Hop. Voilà, normalement vous avez la photo dans le chat. Comme vous pouvez le voir, donc cette symbolique en fait, elle varie assez peu. En réalité, selon les civilisations et selon les âges, elle est toujours assez semblable, ce qui est très intéressant. Alors, ces premières apparitions sont visibles chez les Égyptiens, mais on trouve aussi sa trace chez les sculptures, chez les Grecs, chez les paléochrétiens. Bref, cette figure un peu étrange, un peu mystique, se retrouve un peu partout. Mais très peu de choses en réalité sont connues à son sujet. Pour vous dire, j'ai vraiment cherché. J'ai cherché beaucoup, je pense que j'ai lu la plupart des choses trouvables sur internet, en français du moins, sur Abraxas. Alors, ce qu'on peut en dire en quelques phrases, c'est qu'Abraxas est une forme de dieu alternatif, représentant à la fois Dieu et Satan, célébrant l'ambivalence du monde. Il est très proche du démon, sans pour autant être présenté comme une divinité mauvaise. C'est plutôt une sorte de magicien, et pour votre culture générale, fait que j'ai trouvé intéressant, le mot abracadabra vient d'Abraxas, de ce dieu un peu étrange. Il intervient dans les songes des hommes pour leur souffler une forme d'inspiration, l'idée, la folie ou rien du tout. C'est un peu, si l'on veut, le dieu des poètes, pourrait-on résumer. Mais le plus important est dans sa symbolique première. Et vous allez voir pourquoi est-ce que je vous parle de ce dieu un peu étrange et que j'ai introduit avec Jung. Eh bien, il est célébré, ce dieu, Abraxas, par ceux qui ne peuvent pas se contenter de vivre une moitié de vie. Abraxas est le dieu de ceux qui s'élancent à la poursuite de la vérité du monde, comme totalité ambivalente. Puisque je vous l'ai dit, il symbolise le bien et le mal dans le même corps. Jung s'intéressera beaucoup, notamment sous l'influence de Nietzsche, à cette figure mystique. Il écrit, Jung, dans les 7 sermons aux morts, cette phrase qui nous permet de comprendre que tout ça est lié. Jung écrit « Abraxas est le dieu difficile à connaître. Sa puissance est la plus grande, car l'homme ne le voit pas. Du soleil, il voit le summum, du diable, le pire. Mais de l'Abraxas, il voit la vie, toujours indéfinie, qui est la mère du bien comme du mal. » Vous voyez bien ici la symbolique importante. Abraxas, ce dieu qui apparaît dans les songes du jeune Émile Sinclair, qui apparaît d'une certaine manière dans l'odyssée de celui qui se cherche vraiment. Abraxas nous pousse à dépasser le bien et le mal, à réunir nos deux mondes de départ de cette conférence en un seul. Abraxas est le dieu de celui qui, comme Nietzsche, tente de passer par-delà le bien et le mal, pour embrasser l'amour entier de l'existence, qui était toute la quête de Nietzsche, tout le long de sa vie, viser l'intense par-delà la morale du monde, qu'il envoie paître au loin. Pourtant, Jung nous met en garde sur ce voyage vers son ombre, vers la totalité de sa vie. Il n'est pas sans risque. Mais d'abord, quelques notions essentielles sur ce qu'est l'ombre chez Jung. Je vais faire très court pour ceux qui savent déjà, puis c'est franchement pas très compliqué. Chez Jung, le principe d'ombre peut être résumé ainsi. Chaque être, vous, moi, abrite une contradiction entre sa quotidienneté et son instinct, ce qu'il appelle notre ombre, que nous ignorons la grande majorité du temps, et c'est très bien ainsi, la grande majorité du temps. Celle-ci est donc projetée, la plupart du temps dans des troubles somatiques, des obsessions ou des fantasmes. Elle est tout ce qui déclenche la jalousie, le dégoût, la tendresse par projection. Elle est ce qui nous active en bien ou en mal chez les autres. Ce sont des choses, bon, vous verrez évidemment l'influence freudienne et la proximité freudienne, mais vous allez voir, les choses sont un peu différentes tout de même. Cette part de l'homme, écrit Jung, ne comporte pas seulement de petites faiblesses et des grains de beauté, mais préside aussi à des dynamismes franchement démoniaques. L'ombre n'est pas simplement gentille ou légèrement malfaisante. Non, elle peut être terriblement démoniaque, comme Abraxas, évidemment. Jung est pourtant très clair. Tout corps a une ombre. Et si nous ne faisons pas en sorte de faire rentrer cette part récalcitrante dans l'ensemble, nous ne pourrons jamais être complets ou entièrement nous-mêmes, comme dirait S. Si nous ne faisons pas rentrer cette part en nous, écrit Jung, eh bien, nous ne sommes plus des êtres à 3 dimensions, mais des êtres complètement aplatis et qui ont perdu leur essence. Chez Jung, donc, la part d'ombre se rapproche de l'instinct, en vérité. Il utilise d'ailleurs les deux termes de manière assez équivoque, comme quasi synonyme. Rencontrer son ombre reviendrait donc, si on suit Jung, à admettre la part animale, instinctive et pulsionnelle au fond de soi, au fond de nous,
Et basta. C'est accepter l'instinct avec tout ce que celui-ci comporte de dangereux à l'arrière-plan. Et c'est alors qu'arrive notre philosophe à moustache, donc Nietzsche, puisque maintenant je préfère préciser pour pas qu'il y ait de quiproquo historique, qui, pour Jung, eh bien, Nietzsche est un exemple parfait des dangers que représente la poursuite de son ombre. Et ça, c'est très intéressant. C'est un passage extrait de ce petit livre. Si vous avez jamais lu Jung, je vous le conseille. C'est vraiment une très bonne introduction. C'est pas forcément celui qu'on conseille en premier, mais c'est Psychologie de l'inconscient, qui est très bref et qui vous donnera un bon aperçu sans pour autant être très simple, je veux dire trop simple, parce que c'est vrai que souvent quand on parle de Jung et les commentateurs de Jung font des bouquins qui sont, à mon avis, très simplifiants, alors que là où Jung est intéressant, c'est dans les petits détails et dans les petites notes de bas de page. Donc il y a, dans ce petit bouquin, justement, Jung parle de Nietzsche. Il lui dédie presque un chapitre. Parce que Nietzsche est en effet pour lui l'exemple parfait de cet homme qui cherche à dire oui à l'impulsion qui veut jaillir de lui, qui cherche à vivre pleinement tout ce que son destin attend de lui. Qu'est-ce que la volonté de puissance? Qu'est-ce que c'est que la volonté de puissance, si ce n'est la volonté de dire oui à la vie, avec tout ce qu'elle comporte, justement, comme nous disions juste avant, bien de bien et de mal. C'est aller au-delà du bien et du mal, la volonté de puissance, au nom de ce qui doit vivre, de ce qui est appelé à advenir. C'est ça, la volonté de puissance, c'est l'éveil de la force intérieure qui est amenée et qui doit s'imposer par la force des choses. Quand le jeune écolier Émile Sinclair, dans le roman de Hesse, s'exalte « Je ne voulais qu'essayer de vivre ce qui voulait spontanément surgir de moi », eh bien, il se fait disciple nietzschéen, affairé à rechercher sa propre volonté de puissance. Ce qui veut vivre à travers vous doit vivre à travers vous, pourrait-on résumer. Nietzsche, eh bien, il a passé sa vie à chercher cette impulsion, cette aptitude du surhomme, à suivre son instinct, à se mettre au service, et donc à intégrer son ombre. Et pourtant, j'ai trouvé Jung très bien parce qu'il prend le temps en fait d'examiner exactement et de manière critique l'existence de Nietzsche. Il se contente pas, comme on fait un peu aujourd'hui, de célébrer les concepts nietzschéens, mais il s'intéresse à la vie de notre philosophe moustacheux. Il nous met en garde. Suivre sa part d'ombre, c'est suivre son grandiose. C'est essayer de monter très haut, la plupart du temps pour certains réussir, mais c'est aussi risquer de chuter mortellement. Tout ce qui monte doit descendre, et l'âme également, écrit Jung. En voulant s'extraire de la vieille doctrine de l'Église, qui maintient la bête humaine, l'Église à la base c'est ça, comme la plupart des religions d'ailleurs, c'est une codification comportementale visant à maintenir cette part d'ombre enfouie. Eh bien, en s'écartant de la morale du monde, en cherchant sa part d'ombre, eh bien, cette bête fait surface. Que ce soit dans le cas d'Émile Sinclair, notre jeune écolier dans le roman, ou dans le cas de Nietzsche lui-même, qui ouvre la porte à un démon qu'il faut savoir dompter. On ne se présente pas devant son ombre sans préparation, il faut savoir à quoi on s'expose. Ce n'est pas sans risque, et ce n'est pas un jeu de rencontrer son démon. Ceux qui l'ont peut-être rencontré le savent. Ce n'est pas forcément une expérience ni esthétique, ni dont on a forcément envie de parler et d'écrire des livres dessus, ni forcément quelque chose de poétique. Ça peut être assez horrifiant, dégoûtant et pas souhaitable. Alors comment ça se passe? Eh bien, plus on ouvre la part à son ombre, plus notre côté dionysiaque, puisque vous en parliez justement, reprend le dessus, plus nous jouissons magnifiquement de l'existence. Mais toutes ces choses sont assez connues. Plus nous gagnons en vitesse, nous ne sommes plus retenus par les vieilles structures morales, tout se met au service de notre intuition, c'est l'hubris, la frénésie, de notre instinct, nos pulsions. Appelez ça comme bon vous semble, on peut appeler ça la jouissance dionysiaque ou l'ivresse dionysiaque, on s'y retrouve. On se sent, écrit Jung, précisément à 6000 pieds, au-delà du bien et du mal. Tiens donc. C'est le moment de l'identification avec l'ombre, la transe artistique, l'ouverture des portes des possibles. Mais, et vous m'attendiez au tournant, je n'en doute pas. Cet état de transe ne dure qu'un temps, et il est inévitablement suivi d'une dégringolade. On passe du royaume des cieux et du possible, et on est tout d'un coup ramené dans le monde lourd et moyen du quotidien. Quelque chose peut-être de plus pratique. N'oubliez jamais que le monde vous rappelle, que le quotidien vous rappelle, que, prenons l'exemple de Nietzsche, qu'est-ce qui a rappelé Nietzsche à la quotidienneté? Son corps. Nietzsche a été rappelé par son corps et ses crises terribles. Évidemment, Martin qui avait l'œil, Martin qui avait vu venir. Voilà, donc le monde vous rappelle toujours.
La rencontre avec son ombre est un état d'immense trouble, de tremblement, un sur-régime de l'esprit. Pour Jung, ce côtoiement de son ombre doit donc rester ponctuel et maîtrisé. Il doit être canalisé. S'il prend trop de place, il conduit assurément au drame, à l'effondrement ou à la névrose. Pour lui, Nietzsche est l'exemple de ce qui arrive à un homme qui reste bloqué dans la surtension psychologique, qui côtoie presque trop son ombre. Nous ne sommes pas faits pour rester éternellement dans ces espaces qui, strictement parlant, sont supranaturels. L'homme, bipède, homo sapiens, n'est pas fait pour vivre dans cet espace de frénésie artistique permanente. Notre corps et notre esprit ne peuvent pas supporter cette transe si elle devient permanente et quotidienne. Nous ne pouvons pas arrêter d'être des bêtes pour devenir uniquement des dieux extatiques. C'est là, et c'est pourtant ce qu'a tenté Nietzsche, jusqu'à s'éloigner de la vie même. Et ça, je trouvais ça extrêmement pertinent. Parce que, à la base, qu'est-ce que c'est que la volonté de puissance? Qu'est-ce que c'est qu'aller rencontrer son ombre? On pourrait se dire, c'est se rapprocher de la vie, se rapprocher de l'instinct, aller chercher la part animale en soi. Mais quand on y réfléchit bien, quand on prolonge l'extase, quand on rend ce qui est inhabituel extrêmement habituel, eh bien, on se tue à petit feu, comme un moteur qui fonctionnerait toujours en sur-régime permanent s'userait inévitablement plus vite. À force de chercher à incarner la vie, et uniquement elle, comme Nietzsche, on s'éloigne de la vie, du petit, du moyen, des autres hommes et de son corps. On peut finir comme Nietzsche ou d'autres, il y a plein d'autres exemples et je suis sûr que vous en avez d'autres en tête. On finit à moitié fou, notre corps en lambeaux et ne supportant plus la compagnie des hommes. Parce que quand on est allé rencontrer son ombre, qu'on lui a parlé et qu'on se met à dépendre d'elle pour vivre, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, toute la quotidienneté moyenne, tout l'autre monde dont je vous parlais juste avant, devient extrêmement fade. C'est ce qu'on appelle c'est ce que Sioran appelle un peu cette nostalgie de l'intellectuel ou cette errance de l'intellectuel. Ce moment où de l'artiste, ça marche aussi, évidemment. Ce moment où on est tellement allé toucher des cieux que revenir dans le monde humain nous paraît absolument détestable. Donc, et là, est-ce qu'on est encore en train d'incarner la vie? Est-ce qu'on est encore en train d'incarner l'instinct primordial? Je vous laisserai répondre à cette question par vous-même. Donc, on a touché des cieux si immenses que la quotidienneté bancale nous devient insupportable. Suivre son instinct ne nous ramène donc pas forcément au milieu de la vie, là où nous voulons être, mais peut nous en éloigner dangereusement. Il est donc bon de sortir de temps en temps du monde convenu de la culture, mais nous ne devons pas espérer vivre entièrement et tout le temps dans un état de pseudo-nature où nous ne suivrions que nos instincts. Parce que dans la factualité, ce n'est pas faisable et ce n'est pas souhaitable, comme je viens de vous le montrer. Mais il n'en reste pas moins, pour mettre un peu d'eau dans mon eau, malheureusement, mais si vous m'envoyez une bonne bouteille de rouge pour la prochaine, je me prendrai avec plaisir un petit verre de rouge. Il n'en reste pas moins que chaque homme possède au fond de lui une volonté de puissance contenue dans son ombre qui appelle à la réalisation entière et grandiose de son moi. C'est-à-dire que cette énergie, elle est différente de la libido freudienne. Je veux bien que vous compreniez ça. Chez Jung, ce qui n'est pas le cas chez Freud, l'énergie, chez Jung, il n'y a pas que l'énergie de la libido. Il y a aussi cette énergie qu'il appelle la volonté du moi, qui est beaucoup plus proche de la volonté de puissance nietzschéenne, et qui se rapproche beaucoup plus de ce que S essaie de décrire dans sa quête de volonté intérieure. C'est une énergie qui cherche à renforcer le moi. C'est une énergie qui est profondément concentrée sur l'intérieur. C'est pas une énergie de la philia, dont on a déjà parlé, ni de la libido freudienne qui vise à la reproduction du moi. Là, c'est une énergie qui vise à la conservation du moi. Donc, je n'entrerai pas plus en détail sur ce lien entre ombre et volonté de puissance, mais si cette thématique nietzschéenne vous intéresse, je pourrais complètement vous faire une conférence sur Nietzsche dans les mois qui viennent. Quoi qu'il en soit, si l'on freine son démon au niveau individuel, il ne manquera pas de refaire surface brutalement à l'échelle de la société. Et ça, c'est un truc que la psychologie contemporaine a très bien compris. Alors, il y a un super livre là-dessus, c'est Le génie et la folie de Philippe Barneau. Je ne connais pas, mais je vais noter, le terme embrasse est plus proche de l'amour ou de l'acceptation. Je pense que, métaphoriquement, les deux fonctionnent. Donc voilà, si on freine son démon à l'échelle individuelle, autrement dit, si on refuse d'aller le côtoyer, il ne manquera pas de se faire jour à l'échelle collective. Qu'est-ce qu'une guerre? Si ce n'est le moment où l'intégralité des forces d'un pays relâche les démons contenus pendant des siècles. Le refoulement individuel mène à la libération collective, brutale et sanguinaire. Et ça, Jung l'a très bien compris.
Et sans spoiler quoi que ce soit de la fin du roman d'Hermann Hesse, eh bien, si vous le lisez et que vous arrivez à la fin, vous le voyez très bien, tout ce petit roman explique en quoi est-ce que la poursuite de notre ombre, de votre ombre, de chacun et de chacune d'entre vous, est une nécessité pour éviter les bains de sang et pour éviter cette forme de libération extrêmement brutale de nos démons collectifs. Le véritable dilemme n'est pas donc doit-on rencontrer nos ombres, mais comment faire pour qu'une majorité d'entre nous les côtoie sainement et qu'ainsi nous n'accumulions pas d'immenses tensions comprimées à l'échelle collective. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas juste une petite quête intérieure pour se satisfaire d'être meilleur que son voisin parce qu'on côtoie ses profondeurs et qu'on est un artiste torturé. Ça, c'est l'étape 1 du plan. Mais il faut après aller un petit peu plus loin et penser à l'échelle collective. À l'échelle collective, si vous me permettez de descendre dans des niveaux de lecture un peu plus bas, simplement une société complètement inhibée, qui côtoie pas ses démons et fortement morale, je crois que dans l'histoire, notamment en Prusse, on a vu ce que ça donne. À l'échelle historique, je pense qu'on a de bons exemples. Car le démon s'exprimera. Que vous le vouliez ou non, il finit toujours par avoir son mot à dire, mais il peut en dire un petit par jour, devant une toile, une pensée malsaine ou irrationnelle que l'on s'autorise et à laquelle on donne forme. Il peut se taire pendant 20 ans aussi et émerger dans un meurtre, un attentat ou une guerre. C'est vous qui voyez. Certains se réveillent leur démon à 40 ans et changent de vie radicalement. D'autres essaient dès le début de leur vingtaine ou de leur trentaine, de le côtoyer par petites touches. C'est vous qui voyez. L'ombre à laquelle nous tournons aujourd'hui le dos par commodité est celle qui nous reviendra assurément en boomerang dans cette vie ou dans les siècles futurs, transmis de génération en génération. La phrase clé de ce roman, de ce petit roman de Hesse, est à la fin du récit, et elle vient confirmer tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, lorsqu'Émile Sinclair, alors qu'il parvient enfin à se regarder en face, à sentir le vent de son destin, s'interroge, ce jeune écolier. Que doit-il faire maintenant ? C'est bien, il est un artiste accompli, ou du moins un penseur accompli, qui côtoie des penseurs accomplis, mais quelle est sa mission ? Maintenant qu'il a quitté le royaume du convenu, et qu'il vit intensément, que doit-il faire ? Se contenter de vivre intensément ? Et il finit par conclure par cette formule qui est superbe, et qui va me permettre de conclure sur un chapitre plus envolé, plus lyrique. Il dit « Nous avons pour mission de pousser l'humanité hors des idylles étroits dans les espaces dangereux. » Et je conclurai justement en vous parlant de ces espaces dangereux. Et donc en vous parlant un peu de poésie. Mais d'abord un peu d'eau, si vous me permettez, avant d'entamer cette conclusion musclée. Alors, pousser l'homme dans ces espaces dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Qu'est-ce que Hesse veut dire quand il dit ça ? Eh bien simplement, comme nous l'avons vu jusqu'ici, que le rôle de celui qui part à la découverte de son ombre et qui la trouve est de faire en sorte que ses autres concitoyens, qu'autrui autour de lui fassent de même, que les autres entament également ce chemin. L'ombre n'est pas une quête solitaire, l'ombre est une quête commune. Il doit pousser ses concitoyens, ses amis, à rencontrer leurs démons, à aller à la rencontre de leurs espaces dangereux, car c'est ainsi qu'ils parviendront peut-être à éviter le déroulement des immenses scènes tragiques dont l'humanité est habituée. C'est ça ce que ça veut dire, pousser l'homme dans ces espaces dangereux, pousser vers les espaces dangereux plutôt que ce soit les espaces dangereux qui viennent à lui. Embrasser la partie sombre de son existence volontairement, c'est se prémunir contre son éruption soudaine. Celui qui côtoie tous les terrains de l'être finit par les connaître, par les cartographier peu à peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a plus peur, ça veut dire qu'il les connaît. De la même manière que le boxeur devient de plus en plus calme en situation de confrontation physique, car il sait qu'il peut gagner, qu'il peut être violent. Celui qui s'autorise sa part d'ombre, sans dire qu'il s'insensibilise à son ombre, c'est pas possible, strictement parlant. Il devient au moins capable de lucidité dans la crise, dans la terreur ou dans la rage ou dans le dégoût. Il connaît ces sensations, ça ne veut pas dire qu'il ne les vit pas. Évidemment que si, que le poète, quand il vit du dégoût, mais il trouve ce qu'on pourrait peut-être tenter d'appeler une forme on dirait de latéralisation par rapport à cette émotion sombre. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que celui qui côtoie ces espaces dangereux est capable de se regarder subir le dangereux, et donc de ne pas complètement s'incarner dans le démon. C'est ce que fait le poète ou l'écrivain quand on y pense bien. Il sublime son démon, il se regarde subir et en sort quelque chose, et en cela, il ne se laisse pas complètement
subir son démon. Pourquoi est-ce que les récits de guerre, pourquoi est-ce qu'il y a autant de bons romans dans les périodes, dans les charniers humains? Pourquoi est-ce que tant d'écrivains se sont faits, je pense que vous avez des noms en tête, Céline bien sûr, mais bien d'autres, Junger, etc., se sont faits dans des périodes terribles d'effondrement humain? On peut simplement dire, parce que c'est des périodes qui suscitent l'inspiration. Tolkien aussi également. Pourquoi ? Eh bien, précisément parce que c'est un moment où l'inspiration, le décentrement des démons qui s'expriment malgré nous, peut trouver la voie artistique. C'est pour ça que c'est difficile d'être inspiré dans un temps où tout est calme. Et c'est pour ça qu'on trouve, oui, dans une partie de la jeunesse, cette envie d'un peu, je crois que justement, Mathis en parle de sa vidéo, d'en découdre. Pourquoi ? Parce qu'on sent que dans tout ce qu'elle a d'horrible et d'immonde, la guerre est un espace intense. Et celui qui vise l'intense cherche l'intense pour se décentrer et voir, mais tout le monde n'en est pas capable. Si les guerres transformaient tout le monde en écrivain, ça se saurait, mais on fait pas des Peggy, on fait pas 6 millions de Peggy, malheureusement. Donc voilà. Il faut connaître ces espaces et ne pas paniquer devant son démon. Fin de l'aparté. Et quel est l'outil le plus efficace pour ramener l'homme à ses profondeurs ? Les profondeurs de son existence. Qu'est-ce qu'on peut dire à celui qui cherche à renouer avec ses profondeurs, avec sa sensibilité ? Eh bien, je l'ai dit, la sensibilité. Sans elle, l'homme vit comme aujourd'hui dans un paradis plastique soporifique, privé de tout sommet et de tout gouffre. Croit-il ? Ces gouffres qui reviendront, mais à l'instant T, eh bien, il vit dans un paradis plastique. Rien n'est plus dangereux qu'un homme privé longtemps de son propre dangereux. Cette phrase, je trouve qu'elle était bien. Il n'est plus en fait adapté à la vie, mais à la moitié de la vie. La sensibilité rappelle au contraire à l'intensité et au gouffre. On n'est sensible qu'au prix de marcher sur un fil tendu entre les deux mondes. On sent qu'on peut basculer d'un côté comme de l'autre, on sent le vent froid du destin, et c'est lui qui nous rend vivants, qui nous frigorifie un petit peu. Or aujourd'hui, tout tend à nous insensibiliser. C'est-à-dire à nous éloigner de nos démons, à fermer la porte, à les enfermer derrière un grand mur de plexiglas et ne surtout pas les regarder en face. Alors, il y a bien des manières d'isoler l'homme de sa sensibilité et de son démon. On peut le faire vivre dans un royaume de divertissement perpétuel, ce sont des choses dont on a déjà parlé et dont on reparlera, ne vous en faites pas. Mais ça, c'est une partie du spectre. Et ce soir, je voulais terminer sur une autre partie qui, peut-être, dans ce Discord, vous concernera peut-être un peu plus. Parce que on peut aussi, pour s'insensibiliser, s'amuser ou se forcer à vivre dans ce qu'on pourrait appeler le royaume du concept. C'est plus fin, c'est une posture qui est peut-être un peu plus aristocrate, mais qui vise les mêmes finalités. Parce que on peut se faire croire, quand on y pense, on peut se faire croire qu'en pensant, en maniant les concepts, on est connecté à sa sensibilité. Mais l'exemple de Nietzsche est très parlant. Nietzsche était complètement déconnecté de son corps. Nietzsche était... Je ne vais pas dire qu'il était loin de sa sensibilité, ce serait un peu exagéré, mais en ce qui nous concerne, c'est très facile de fuir dans le royaume des idées pour ne surtout pas avoir à se relier à son corps et à ses cavernes. On peut créer une foule de petits égarés qui crachent sur le monde, qui se réfugient dans le concept, dans l'idée, dans l'écriture, sans pour autant qu'ils n'entrevoient jamais un seul instant le début de leur dangereux. Ça m'est arrivé. J'ai passé au moins 1 an de ma vie très loin de mon intériorité, de mon lyrique, de mon dangereux, en croyant le côtoyer, alors que je ne côtoyais que des concepts qui étaient certes très intéressants, mais aussi très creux par moments. Du moins, privés de leur dangereux, dirait-on. C'est ce qu'on appelle en fait la maladie de l'intellectuel, de celui qui s'entoure de milliers d'idées, mais sans aucune charge d'intime et de sentiment. Et il me semble que si effectivement on peut fuir son sensible dans le divertissement, on peut aussi le fuir dans la concentration et le travail intellectuel. Il est si facile de se mentir, de croire que l'on tend vers soi alors qu'on s'écarte en s'entourant d'auteurs et d'idées un peu mamelles qui viennent nous seconder pour ne surtout pas avoir à nous penser nous-mêmes. Alors face à ce danger, qui doit peut-être en guetter, peut-être, je ne sais pas, certains d'entre vous ce soir, il n'y a pas des milliers de solutions en vérité. Comme le hurle si justement Émile Cioran dans Sur les cimes du désespoir, soyez lyrique. Je ne sais pas si vous connaissez Cioran, il me semble que je vous en ai jamais parlé de mon rapport à Cioran, mais je vous en parlerai et il y aura certainement une conférence sur Cioran un jour, si ça vous intéresse, du moins, et si vous avez les nerfs solides.
Parce que si on parle de Sioran, je voudrais pas être responsable d'une vague de dépression au cercle, qu'on se mette bien d'accord. Mais pourquoi pas. Donc Sioran écrit justement, il est plutôt cynique effectivement. Sioran écrit « La véritable intériorisation mène à une universalité inaccessible à ceux qui en restent à l'inessentiel et pour qui le lyrisme demeure un phénomène inférieur, produit d'une inconsistance spirituelle, alors que les ressources lyriques de la subjectivité témoignent en réalité d'une fraîcheur et d'une profondeur intérieure des plus remarquables. » Ajoutant le lyrisme, c'est-à-dire l'accès à la sensibilité, aux sentiments et leur expression, est un chant du sang, de la chair et des nerfs. Seuls ceux qui se maintiennent dans une insensibilité scandaleuse demeurent impersonnels face à la maladie. Le lyrisme est une expression barbare, sa valeur véritable consiste précisément à n'être que sang, sincérité et flamme. Sioran, ce qui est génial avec Sioran, c'est que c'est un philosophe qui fut technique et qui déteste et exècre la philosophie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chez Sioran, la philosophie, et je vous conseille, je vous enverrai j'y penserai, je vous enverrai après cette conférence, pour ceux qui veulent pousser sur Sioran et la maladie de l'intellectuel, un extrait d'un podcast qu'a posté Artesque, qui est une chaîne qui regroupe beaucoup d'archives sur YouTube, et il y a un passage de Sioran où il critique justement les intellectuels et les philosophes. Et il dit, mais le philosophe n'a jamais sauvé personne. Le philosophe n'a aucune praticité. En réalité, il cite quelques exceptions à cette règle. Mais c'est exactement ce dont je vous parle. On peut fuir son ombre, on peut fuir son intériorité en faisant de la philosophie, en maîtrisant un millier de concepts, en étant brillant. Mais pour autant, est-ce qu'on explore son ombre ? Pas du tout. Fuyez l'objectivité, parce que votre ombre n'y est pas. Si vous êtes perdu loin de votre ombre, loin de votre dangereux et de votre destin, c'est la poésie et le lyrisme qui vous ramèneront de force vers vous. C'est le tourment. Le mot est capital, le tourment, qui vous fera côtoyer à nouveau ces espaces dangereux. Si c'est ce que vous cherchez, du moins. Et en vérité, et vous le savez déjà tous au fond de vous, votre intensité ne se regagne qu'au prix de la reconquête de vos sentiments enfouis. Réouvrir la porte du chagrin ou de la rage qui est niée, voilà l'endroit où vous trouverez la piste de votre ombre. Et je comprends tout à fait que ce chemin soit difficile, car on a toutes les raisons de ne pas ouvrir ces portes. On a tous des portes qu'on préférait ne plus jamais avoir à ouvrir. Mais en vérité, si vous voulez vraiment tendre vers votre ombre, comme le dit Sioran, allez vers là où est votre subjectivité. Fuyez l'objectivité du concept. Parce que c'est là que commence l'ascension vers son ombre. Aujourd'hui, tout enfouit le tourment et tout le nie. L'époque n'aime pas les maladies qu'elle n'est pas à même de traiter. Or, le tourment, le beau tourment, ne se traite pas. Le tourment n'est pas une maladie qu'on peut guérir. Il se vit et il se succule. Il faut plonger dans la plaie. Le poète Maria Rilke, dont je vous conseille, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de s'y plonger, les élégies de Duno, c'est absolument magnifique. À cette phrase, justement, dans les élégies, il écrit « Le beau n'est que la porte de l'angoisse, ce seuil dont nous nous approchons tout juste et nous l'admirons tant parce que, dans sa grandeur, peu lui chaud de nous détruire. Autrement dit, le beau et l'angoisse ne sont que les deux faces d'une même pièce. La beauté intense de l'existence ne se touche qu'en se rapprochant des sources d'angoisse. » Et je finirai par là, l'amour, par exemple, parce que je vous avais promis d'en parler un petit peu pour introduire les conférences qui viendront le mois prochain. L'amour ne peut exister qu'en embrassant tout ce qu'il compte d'incertain, de dangereux, de glacial et de bouillant, de presque malsain, de pulsionnel, d'organique. Sublimé, bien sûr, mais tout de même, parfois pas tant que ça. Les sentiments les plus beaux sont aussi les plus dangereux et les plus instables. On ne sécurise sa vie qu'en la tuant doucement. Alors, vivez vos tourments, sans aide, sans main tendue, sans auteur, sans philosophe et sans philosophie. Vivez-les seuls dans les jardins et au fond des cafés, un crayon et un carnet, du temps et du courage. Ne vous cachez pas à vous-même. Repérez tout ce que vos gardiens mettent en place pour vous préserver de votre démon et casser sans ménagement ces immenses murs protecteurs. Voilà ce que l'on peut dire de l'ombre et de sa rencontre. J'espère que ça vous aura plu et cette petite introduction sur l'amour. Parce que le mois prochain, nous parlerons d'amour. Nous aborderons au moins 2 ouvrages sur l'amour. Je ne vous ai jamais parlé
de l'amour sur ce cercle. J'en parle rarement parce que je m'y risque que rarement, mais vu qu'il y a une vidéo sur YouTube qui sort à ce sujet, je me suis dit pourquoi pas. Mais je vous laisserai quand même la possibilité de choisir. Je vous ai annoncé Sioran, si ça vous intéresse, si certains ont envie que l'on parle d'angoisse et qu'on plonge un peu dans l'esprit tourmenté qu'est Sioran, on pourra le faire. Super, ça faisait longtemps que j'attendais que tu abordes Sioran, il n'est pas facile à aborder. Eh bien, je peux tout à fait vous proposer une présentation générale sur Sioran ou un des bouquins de Sioran dont je pourrais vous parler. Conférence préférée, je pense, n'est préférée, extrêmement intéressant et parlante. Merci beaucoup Cyriane, ce fut un plaisir. Bah, écoute Martin, j'avais la pression parce que je vous ai vu tellement parler d'Hermann Hesse que je me suis dit ah là là, j'espère qu'ils vont pas qu'ils vont pas se gâcher le plaisir, mais c'était vraiment un plaisir et comme ça je vais pouvoir enfin prendre le temps de répondre. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir été présent ce soir. Une écoute du replay en tout digéré mais très riche. Intense, c'était le mot. Si tu peux créer une petite liste de tous les ouvrages que tu as abordés, ce serait super cool, je peux le faire sans aucun problème. Excellent. Mais oui, alors je vous mettrai, je vais poster un message dans le général avec tous les ouvrages dont j'ai parlé ce soir. Mais là, de tête, si vous voulez, je peux vous le faire de tête. Il y a donc Jung, Psychologie de l'inconscient, Hermann Hesse, Demian. Il y a aussi, je vais y arriver, Sioran sur les cimes du désespoir, qui est le premier livre de Sioran, livre qu'il écrit avant de se suicider, mais il ne le fera pas. Il écrit ce livre à 22 ans et il meurt, je crois, à 80 ans. Donc c'est très intéressant, extrêmement intéressant sur les signes du désespoir, mais ne lisez pas ça si vous êtes dans une période un peu compliquée. Sauf si vous voulez une catharsis extrêmement violente. Mais autrement, je pense pas que ce soit forcément la peine. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Vous êtes responsable de vos lectures. Je ne me mêle pas de ça. Et les élégies de Duino de Reichel. C'est ça exactement. Les élégies... si vous aimez la poésie, si vous n'êtes pas habitué, eh bien, je pense que vu l'entrée en matière, c'est une très bonne suite à cette conférence de ce soir, puisque j'ai terminé sur la nécessité de l'acceptation du tourment. Les élégies tournent autour de ça. Les élégies, c'est ça. C'est Maria Rilke qui est au moment le plus triste de sa vie, dans un fort en Europe de l'Est, il me semble, mais je suis pas sûr de ça. Bref, un moment extrêmement sombre de sa vie. Et il écrit justement ce décentrement dont je vous parlais, qui sauve le poète de l'abîme. Donc passionnant, mais vraiment à succuler les élégies. Pour ceux qui auraient lu bien sûr le très connu Lettre à un jeune poète, c'est beaucoup plus compliqué, fatalement, c'est pas de l'épistolaire, donc c'est de la poésie. Il faut être un peu habitué à la plume de Maria Rilke, mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Moi ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai lu ça pendant les périodes des fêtes, j'avais jamais lu, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, j'en profite pour vous dire que le livre, ça vous le savez certainement, est terminé, qu'il sort, et ceci est une exclue, il sortira pendant le mois de mars, si les astres sont alignés. Vous êtes les seuls à le savoir, j'ai dit, vous êtes les premiers à le savoir, mais j'ai bon espoir que ce soit en mars, j'espère que je pourrai tenir parole, sinon vous serez autorisé à me flageller lourdement. Mais écoutez... je pense qu'il est juste à côté de moi, je pense qu'il sortira en mars, si tout va bien. Voilà. J'ai bon espoir. Tout se passe très bien en tout cas, c'était vraiment un parcours incroyable d'écriture. J'ai déjà hâte d'écrire le prochain, c'est formidable. Voilà. Mardi, donc, ce qui sort sur YouTube est une version condensée, très condensée, peut-être plus poétique. Je vous conseille quand même de l'écouter parce qu'il y a des choses très différentes. Je suis notamment allé beaucoup plus loin sur Abraxas. Ce soir, j'ai survolé parce qu'on ne pouvait pas parler de tout. Je me donne comme impératif de rester sous l'heure ou autour de l'heure. Donc, il y a des concepts dans la vidéo de mardi qui sont pas dans ce que je vous ai présenté ce soir. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez des questions, je suis disponible dans le général. Vous me taguez. Ah, une demande, pourquoi pas. J'ai mon casque, on peut faire ça. On peut tout à fait faire ça, notamment. Je pense que je peux t'entendre. Il me semble. Allô, oui. Allô, oui. Ouais, je pense qu'on t'entend. C'est bon. C'est bien, moi, je vais te laisser ça comme ça. Moi, je vais te laisser ça. Ok. Du coup, en fait, c'était en même temps de poser une question, en même temps, en gros, tu sais, genre, ça a beaucoup résonné avec moi. Et j'ai l'impression qu'il y a grave moyen de faire carrément un débat. Je sais pas si tu peux organiser une autre conférence, ou faire un débat sur ça, ou si ça doit se passer maintenant. On pourrait faire une soirée réflexion sur le thème de l'ombre, mais si vous voulez prendre la parole, moi on peut prendre les petits, pour ceux qui sont intéressés, on peut prendre le quart d'heure, 20 minutes pour en discuter, il n'y a aucun problème, hein. Avec plaisir. Pour ceux que ça intéresserait. Ouais,
Non, mais j'ai un peu le sentiment de mettre un ordre dans mes idées, mais du coup, je sais pas si ça peut sortir comme ça ou pas, tu vois, c'est ça. Comme vous voulez, après, ce qu'on peut faire, si ça vous intéresse, c'est qu'on peut faire on peut utiliser le channel débat, et pour les questions qui émergeraient suite à la conférence, on peut en débattre ensemble à l'écrit, pour que tout le monde ait le temps d'organiser ses idées dans le channel débat, si c'est bon pour vous. Ok. Est-ce qu'il y aurait des gens intéressés du coup dans Il me pour semble faire que Martin, au pour moins, faire a dit, Martin avait l'air, Martin et Pierre, j'imagine, puisqu'il est en train de taper. Donc apparemment, moi en tout cas, je serais ravi d'avoir vos questions dans le channel débat, qu'on puisse en parler et voir ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, petite précision, mais j'ai pas de posture d'autorité quand je vous présente tout ça. Je vous présente ma lecture des différents ouvrages. Et je suis absolument non seulement ravi, mais stimulé par le fait que, 1, vous ne soyez pas d'accord avec moi, que 2, vous ayez fait des lectures différentes, et que 3, vous soyez radicalement opposé à ce que je vous ai présenté ce soir. Moi, ça me régale. Voilà, si c'est bon pour vous. Carrément, je m'en doutais. Mais ouais, du coup, en fait, je peux intervenir, mais j'ai peur d'avoir mis un ordre dans mes idées, et que du coup, ça se passe m'exprimer, que j'arrive pas à m'exprimer correctement. Si tu veux, en vérité, on se retrouve sur le channel débat, et à l'occasion, si vous voulez, on en reparle. On pourra même se faire une petite soirée officieuse en vocal dans le cours de la semaine, puisqu'il y a la soirée du club lecture. On pourra un soir, si vous voulez, se donner rendez-vous en vocal tout en bas pour en discuter tous ensemble en dehors de la conférence, si c'est bon pour vous. Oui, ça marche. Excellent. Merci beaucoup. Mais un plaisir. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Le programme du mois de février, le mois de l'amour, entre autres, paraîtra très prochainement. Et je vous souhaite du coup une très bonne semaine. Prenez soin de vous. À la prochaine. Merci d'être au cercle.